Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. C'est Patrice Jacquier d'Aremis qui vous parle. On est dans les bureaux d'Aremis à Lausanne avec Stéphane Divou, prêt à démarrer pour cette nouvelle session Lunch and Learn. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore notre concept, c'est une réunion qu'on essaie de faire de manière mensuelle pour informer les facility managers, les responsables immobiliers des nouveautés, des tendances sur le marché du FM, de l'immobilier d'entreprise. Et puis chacun et chacune, vous êtes invités à participer, à vous connecter à ces petits webcasts. La formule se veut exprès Lunch and Learn pour pouvoir potentiellement attraper un sandwich et puis regarder la session sur le coin d'une table sans prendre dans vos agendas qui sont, je l'imagine, comme pour nous-mêmes, assez chargés. Aujourd'hui, une présentation BIM Exploitation for Dummies. C'est une présentation qu'on a faite à la fin du mois dernier dans le cadre de l'exposition FMS à Genève Palexpo. Et puis, vu le succès que cette réunion a rencontré, eh bien, on s'est dit on va simplement la reprendre plus ou moins telle qu'elle dans cette présentation que l'on fait aujourd'hui dans ce Lunch and Learn. Je suis accompagné de Stéphane Divou, qui est notre responsable au niveau des services aux entreprises, en particulier sur ces domaines, domaine de l'exploitation, domaine du facility management, et puis c'est lui qui nous apportera les parties les plus pratiques de cet enseignement sur ce qu'est le BIM, notamment dans le contexte de l'exploitation, et on verra quelles sont les différences. Et puis on a choisi, vous allez le voir dans quelques instants, une méthode que l'on veut plutôt rigolote ou différente de vous faire cette présentation. Je crois que chacun d'entre nous, on aime quand on a une histoire à écouter, à partager, et puis c'est vraiment la forme que l'on a choisie aujourd'hui. On va vous présenter Tom. Tom, finalement, ça pourrait être Pierre, il pourrait s'appeler Jacques, il pourrait s'appeler Annette, Françoise, peu importe, mais il est assez représentatif finalement de l'un de nos clients, c'est-à-dire une personne qui, à travers les années, eh bien, a monté, grâce à Aremis, une information sur son patrimoine qu'il maîtrise parfaitement. Il a dans un portail toutes les informations sur ces bâtiments, comment est-ce qu'ils sont aménagés, entretenus, comment est-ce qu'ils sont occupés. Il a à disposition également un certain nombre de tableaux de bord, d'indicateurs, et il peut réellement faire un pilotage de son service, de l'entier du facility management de son entreprise, et puis de ses prestataires par exemple. Grâce à ces indicateurs, à ces tableaux de bord, il est capable de faire des véritables analyses, de prendre des décisions en bonne connaissance de cause. Il a par exemple fait récemment un appel d'offres pour le nettoyage de ses surfaces et il savait très précisément non seulement quelles étaient les surfaces qu'il avait à nettoyer, quels étaient le type de ces surfaces, et puis il a pu avoir des tableaux croisés en disant ben, j'ai X mètres carrés de surface qui sont revêtus d'une moquette, qui doivent être nettoyés 3 fois par semaine, et puis il a pu faire son appel d'offres en toute sérénité grâce à ceci. Il gère également ses contrats, il gère son ticketing, il gère sa GMAO, il gère l'intégralité de sa maintenance dans les systèmes qu'il a à disposition. On peut dire que Tom est serein, il a vraiment en main la totalité de ces informations. Aujourd'hui, avec des plans qui sont en 2D, il dessine dans AutoCAD et puis il importe tout ça dans son système de gestion et tout va très bien. Mais il y a un petit grain de sable qui va se glisser ici dans le rouage. Depuis quelque temps, Tom est un tout petit peu perplexe parce que on lui a annoncé, la direction est venue un beau jour en lui disant « Tom, on a une excellente nouvelle pour toi. Nous allons construire enfin ce nouveau bâtiment, ce nouveau projet dont on parle depuis des années. Et bien, on a eu le go de la direction et puis ce nouveau bâtiment va être construit. Il se trouve que c'est un cabinet d'architectes qui est renommé, qui va faire ce bâtiment. On a choisi aussi le meilleur constructeur sur la place. Et puis, ce bâtiment va être livré en BIM. Et tu verras, c'est quelque chose d'absolument génial. Tu vas vraiment avoir, avec cet outil BIM, toutes les informations que tu vas pouvoir obtenir automatiquement de l'architecte, des ingénieurs, et tu n'auras plus tous les problèmes que tu avais par le passé à devoir attendre la livraison de ton bâtiment. Tu pourras presque quasiment exploiter ton bâtiment alors que tu ne l'as pas encore reçu. Donc réjouis-toi parce que vraiment c'est une bonne nouvelle pour toi. Alors
En effet, Tom est un petit peu perplexe parce que BIM, il ne sait pas trop, alors il va commencer à se renseigner sur Internet, et puis regarder ce que ça veut dire, il en a une certaine compréhension, il découvre 25 avis différents. Il a l'air de comprendre que, en effet, dans les phases de construction, mais voire même de conception, le BIM, ça a l'air vraiment une promesse qui est absolument géniale. Il voit qu'en effet, il y aura beaucoup d'économies de temps, d'argent sur la conception de ce bâtiment, donc lui, il suit ça finalement d'assez loin. Et puis, il ne s'inquiète pas trop de ce qui va se passer. Il regarde simplement le bâtiment se construire. Il sait, de temps en temps, il est vaguement invité à des séances de coordination. Et puis, il s'intéresse de très très loin à cette nouvelle construction. Mais Tom, plus l'échéance se rapproche, à savoir l'échéance de la livraison de ce bâtiment arrive, plus on commence à lui poser des questions, plus finalement il est impliqué dans ce projet, et il se rend compte que finalement c'est assez complexe. Dans tout ce qu'il a lu finalement sur Internet, où il y avait des belles promesses d'économie, il se rend compte que finalement pour lui, dans son concept d'exploitation de ce bâtiment, ça va être quelque chose de très compliqué finalement à mettre à jour, ça va être quelque chose qui lui semble très cher, il voit que la balance entre le retour sur investissement et ce qui sera investi lui semble vraiment compliqué, donc notre ami Tom ne comprend pas tellement l'intérêt, puis il a même une tendance à faire un certain rejet de ce BIM. Il se dit que finalement, il s'en sortirait bien mieux si, de manière traditionnelle, il avait ces bons vieux classeurs fédéraux qui étaient livrés à la fin du projet, ses CD, et puis sur cette base-là, il fera la réception de son bâtiment, il aura des plans, il aura des informations, et puis finalement, ça lui suffira bien. Et puis, cette histoire de BIM, ben, il l'oublie un tout petit peu, il le met un petit peu dans le coin de sa tête, et c'est plus trop un problème. Sauf qu'un beau jour, eh bien, ce bâtiment, il est réellement livré. Et puis vous voyez que le pauvre Tom est accablé par la situation, parce que malheureusement, comme il s'est intéressé de très loin à tout ceci, ben, il n'y a pas grand-chose qui a été prévu. Et ce qu'il n'avait pas vraiment bien perçu, c'est que le jour où il a reçu son bâtiment physique, en plus de toute la contrainte et de la difficulté de la réception de ce bâtiment physique, avec des potentielles non-conformités, avec des levées de garantie et ce genre de choses qui doivent intervenir sur l'aspect physique, ben lui s'attendait en effet à recevoir ces fameux classeurs fédéraux, ces plans, ces CD où il aurait toutes les informations, sauf qu'on lui dit mais non mon très cher monsieur, tout ça c'est terminé, vous avez votre magnifique maquette BIM. Sauf que cette magnifique maquette BIM, eh bien, paradoxalement, elle n'a pas trop été faite pour lui. Elle a été parfaitement faite pour le domaine de la conception et de la construction. Et on a très très bien dessiné la moindre vis qu'il y a sur les stores et puis comment est fabriquée la poulie qui descend le store automatique qui est au 5e étage. Par contre, pour lui, au quotidien, il y a des informations qui, paradoxalement, eh bien, vont lui manquer. Donc, il ne sait pas trop quoi faire de cette information et en fait, il est dans un grand désarroi. Et fondamentalement, à ce moment-là, eh bien, Tom va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait faux? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment j'aurais dû mieux me préparer? Et finalement, en fait, qu'est-ce que c'est ce BIM? Comment j'aurais pu mieux appréhender ce passage-là? Bonjour, alors regardons un peu plus près ce qu'est le BIM. Le BIM, il est défini comme Building Information Modeling par certains et on trouve également la définition de Building Information Model. La nuance ici, elle est assez fine. C'est d'une part, dans la première définition, on parle vraiment de la modélisation des informations du bâtiment, alors que dans la deuxième, c'est vraiment la construction du modèle d'information. Donc, on voit deux notions importantes autour du BIM, c'est vraiment les aspects données et les aspects processus pour mettre en œuvre, communiquer, gérer ces données au quotidien à travers le cycle de vie complet du bâtiment. Donc, la promesse du BIM, c'est vraiment de pérenniser l'ensemble des informations placées dans cette maquette, dans ce modèle BIM, depuis le design jusqu'à l'exploitation. Donc nous, on va voir plus tard quels sont les challenges que l'on va rencontrer dans ce domaine-là et on va regarder en particulier les aspects liés à cette continuité ou à cette pérennisation des informations. Un autre objectif du BIM, c'est clairement de conserver toute l'information. Dans un processus
traditionnelle, à chaque phase du projet, que ce soit la conception par les architectes, par le travail fourni ensuite par les bureaux d'études, les ingénieurs, ensuite transmission du dossier au constructeur et finalement réception par les exploitants, à chaque fois, on a une perte d'informations parce qu'il faut reprendre les plans, il faut reprendre les fichiers, il faut reprendre les documents. Parfois, les documents de construction, ils arrivent bien après la réception physique du bâtiment. Ça, c'est la courbe que l'on voit en bleu. En rouge, c'est vraiment les promesses du BIM. C'est-à-dire, finalement, du début à la fin, on travaille sur la même maquette, sur le même modèle, que l'on enrichit et on ne perd plus rien. Un autre aspect du BIM, une autre promesse du BIM, c'est clairement l'anticipation d'un bon nombre de modifications, de changements, mais aussi de tous les processus futurs d'exploitation de ce bâtiment. Donc, dans ce graphe, qui est le graphe de McLemy, on voit clairement l'impact, donc en très clair, on va dire en vert, on voit la courbe qui indique en fait la faisabilité des modifications dans les phases du projet. Donc au début c'est facile et plus on avance dans la construction, plus c'est difficile. En violet, on va dire, en rose plutôt, on voit l'impact des coûts de ces modifications. Donc quand c'est que des plans, c'est facile. Quand on arrive à du construit, c'est bien évidemment beaucoup plus difficile. Donc dans un processus classique, c'est cette petite montagne en orange, on voit qu'il y a un bon nombre de modifications qui se passent dans les phases de construction, simplement parce que les gens voient le bâtiment, se projettent dedans et réalisent peut-être des choses qu'ils n'avaient pas vues. Avec le BIM et notamment les représentations en 3D, l'idée c'est de pouvoir anticiper ça, se projeter dans son bâtiment, le vivre avant, voire même simuler les coûts d'exploitation de façon à faire ces ajustements là au moment où c'est le plus facile et le moins cher. Donc en un mot, BIM c'est l'anticipation d'un bon nombre de choses dès les phases initiales des projets. Un dernier aspect qui est aussi clé dans le BIM, c'est l'aspect collaboratif. Donc on a déjà évoqué le fait d'avoir une seule et même maquette que l'on enrichit durant toutes les phases. L'idée c'est effectivement de passer d'un mode où actuellement beaucoup de plans, beaucoup de documents, de dossiers circulent entre les intervenants, que ce soit les propriétaires, les architectes, les bureaux d'études, les chefs de projet, voire parfois rarement les futurs exploitants, avec des risques de confusion entre les versions. Un exemple simple, c'est que lors des réunions de chantier, tout le monde arrive avec son rouleau de plomb, et bien évidemment, il est c'est rarement les mêmes versions. Dans le modèle BIM, on travaille, tous les intervenants travaillent, construisent, consultent la même maquette. Donc à un instant T, tout le monde a exactement la même information. Donc on passe dans un vrai travail collaboratif, un travail d'équipe. Un problème devient le problème de l'équipe et pas d'un seul intervenant. Un point important, c'est que très souvent on associe BIM à un outil, à de la technologie. Dans les faits, on en est loin. Le BIM, c'est 20% de technologie. Il faut des outils, c'est clair. Un certain nombre d'outils, tous ne sont pas encore prêts, mûrs et standardisés, mais les grands aspects, c'est clairement le côté humain. Parce que dans ces processus collaboratifs, on va devoir partager de l'information, donc on va se heurter à certains aspects de conservatörisme où les gens ont toujours travaillé d'une certaine façon, donc ça bouscule leurs habitudes, du protectionnisme, hein, parce que là, quelque part, que ce soit les architectes ou les corps de métier, tout le monde met son savoir à disposition de tout le monde. Et paradoxalement, c'est des choses que tout le monde souhaite, mais que peu sont enclins à faire telles quelles. Donc un grand processus d'accompagnement, de gestion du changement, sans parler des challenges aussi liés à la sécurité, le fait qu'on échange des informations sur ces futurs bâtiments à travers le net potentiellement, ce qui peut être compliqué dans certaines entreprises ou professions, banques, sécurité, ce genre de choses. Une grande chose encore importante au niveau du BIM, c'est que en travaillant en 3D,
on ne travaille plus avec des simples traits, mais avec des objets intelligents. Historiquement, on dessinait 4 traits, on disait que c'était des fois un bureau, des fois un local, des fois une climatisation, alors qu'avec avec la modélisation 3D, dans le cadre du BIM, les objets deviennent intelligents. On dessine un monobloc, on dessine un local, on dessine un mur, avec ses attributs. Le mur, il a une certaine épaisseur, il a une certaine composition, il a de certaines performances techniques. Et ça, en fait, c'est ces informations-là, cette intelligence-là, que l'on espère retrouver ou transmettre à l'exploitation de façon à éviter ces ressaisives. Ceci amène aussi à un autre aspect, donc on a parlé de la modélisation 3D. Avec le BIM, on peut aller jusqu'à 9D, ou voire plus selon certains. Donc l'idée, c'est de dire en 4D, on rajoute une notion de temporalité. Donc on voit l'évolution du projet en fonction du temps. En 5D, on rajoute les coûts. Là, à peu près tout le monde est d'accord. Après, les autres dimensions, qui soient les parties liées à l'exploitation, liées au développement durable et ce genre de choses, à sécurité, tout le monde ne s'accorde pas. Mais encore une fois, le BIM, ce n'est pas qu'un outil, ce n'est pas que du 3D, c'est l'ensemble de toutes ces informations. Chez Aremis, on s'est intéressé à cette transition entre, on va dire, les processus de conception, construction et l'exploitation. On a identifié 7 points de rupture entre ce que l'on appelle les mondes entreprises, donc clairement l'exploitation, et le monde de la construction. Tout d'abord, si on regarde le périmètre des enjeux, dans la construction, évidemment, on se focalise sur un bâtiment, donc on veut tout savoir sur finalement peu de choses, un seul bâtiment, alors que dans l'exploitation, on a un patrimoine beaucoup plus large pour lequel on n'a pas besoin d'avoir le même niveau de détail. On a besoin d'avoir la même information standardisée, normalisée à travers l'ensemble de son patrimoine immobilier et qui soit pertinent pour l'exploitation. En termes de temporalité, dans un projet de construction, on est dans une durée de 3 à 5 ans. En exploitation, on est 10 fois plus long, donc 30 et 50 ans. Donc tout ceci impose d'autres contraintes, notamment sur la pérennité des données, des outils. Et puis, alors que dans le monde de la construction, on peut se permettre d'être dans une approche un peu plus agile et surfer sur les nouveautés. La finalité, donc clairement dans la construction, le but, on l'a évoqué, c'est tous ces aspects collaboratifs, de travail ensemble, de gestion de projet, alors que dans le monde de l'exploitation, on va gérer des processus de gestion, on va mettre en œuvre de l'optimisation de l'environnement de travail, des coûts, donc on est dans un autre domaine. Les maquettes, en construction, on a un assemblage de maquettes avec des sources, voire des formats différents provenant des différents corps de métier, alors que pour l'exploitation, il faut quelque chose qui soit cohérent, et donc un ensemble de maquettes cohérentes qui représentent le patrimoine immobilier. Le focus, donc dans un projet de construction, on va s'occuper principalement, on va dire, du plein du bâtiment, de tout ce qui est les murs, les portes, tout ce qui va être construit, alors que dans le cadre de l'exploitation, on va aussi s'intéresser à ces aspects-là, mais également à tous les processus de support au bâtiment, donc la maintenance et aux collaborateurs. Si je puis dire, dans la construction, on s'occupe du 10% du plein et puis dans l'exploitation du 90% du vide. Un du contenant, l'autre du contenu. En termes de données également, on voit qu'on a une évolution dans la répartition des données entre les données graphiques, en brun, je ne sais pas comment ça sort dans la présentation, et en bleu, les données alphanumériques. Donc dans les phases de conception, on dessine beaucoup de choses et souvent on a peu besoin de chiffrage. On y inclut éventuellement des PDF et des choses comme ça. Dans les phases de construction, on a besoin d'un peu plus de détails, alors qu'en exploitation, finalement, les éléments graphiques deviennent anecdotiques par rapport au volume d'informations alphanumériques, que ce soit sur les caractéristiques techniques des équipements, ou sur leurs opérations, la maintenance et les pannes qu'il y aura à avoir. Donc à titre d'exemple, on peut prendre un monobloc où dans les phases de conception, on
on a besoin d'une volumétrie, de quelques caractéristiques techniques comme la puissance, le débit, le poids. Dans les phases de construction, on va choisir le modèle et là il faudra avoir un certain nombre d'éléments supplémentaires pour assurer le raccordement au reste du bâtiment. Et dans l'exploitation, c'est toutes les gammes de maintenance, tout ce qui s'est passé, toute la vie en fait de cet équipement, quels sont les fils, les courroies, qu'est-ce qu'on doit faire comme travail dessus. Et finalement, la nature des outils informatiques, on a un petit peu évoqué ça précédemment, où dans les phases de construction, on va avoir des outils bien spécifiques de simulation, pour la température, la performance énergétique, des choses comme ça. Et puis dans l'exploitation, on va s'intégrer vraiment dans un référentiel d'entreprise avec des outils comme du SAP. On va travailler sur des serveurs dans des data centers sécurisés. Donc tout un protocole de mise en œuvre et d'acceptation des outils, bien plus lourd que lorsqu'on est dans un mode projet, où les outils peuvent résider simplement sur des machines ou des petits serveurs locaux. Donc voilà notre ami Tom qui est un tout petit peu rassuré. Il sait que ce n'est pas trop tard finalement, maintenant qu'il a bien compris non seulement ce qu'est le BIM, mais également cette rupture qu'il y a entre les phases de conception, de construction et puis d'exploitation. Eh bien il se dit qu'avec l'aide d'Aremis, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors il sait que ce n'est pas forcément simple, parce qu'aujourd'hui, il faut bien l'avouer, notamment sur le marché suisse, on a quand même une absence assez notoire de normes, de standards. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais ça n'est pas impossible. Évidemment, il faut aussi tirer bénéfice. C'est pas parce qu'il y a un gap, un trou béant entre ces phases de conception, de construction et la partie exploitation que rien n'est utilisable. Bien sûr que la modélisation en 3D de notre bâtiment et la richesse d'informations qu'on a collectées, bien sûr qu'elles sont présentes et on va les conserver et on va donc pouvoir maintenant réellement s'intéresser et faire une véritable réception numérique de ce bâtiment. Et c'est ce qu'on va s'atteler à voir maintenant, comment se déroule cette réception numérique. Ok, donc l'idée de la réception numérique, c'est vraiment d'assurer le passage de la documentation de l'ouvrage à l'exploitation. Donc autrement dit, de tout ce qui a été décrit dans les phases précédentes, dans le but d'en pérenniser l'effort. C'est également un outil de communication à l'interne en 5D, on a évoqué les aspects de coût et de temporalité. Pour ce faire, il y a un élément clé, c'est la charte BIM. Donc la charte BIM va aider à décrire en fait comment les informations doivent être organisées, structurées, quelles informations sont souhaitées dans quel format pour pouvoir les réceptionner dans l'outil IWMS. On le voit dans la partie gauche de l'outil, donc de l'écran, pardon. Dans le BIM d'exploitation, on va rajouter clairement l'outil de gestion IWMS qui doit s'interfacer en bidirectionnel avec la maquette BIM qui a été fournie par la construction à l'exploitation, par la construction et la conception à la construction, excusez-moi. Les challenges à ce niveau-là, ils sont clairement liés à l'absence de normes clairement définies, finalisées entre ces deux mondes. Donc ceci impose ou implique plutôt que cette transition n'est pas toujours simple entre différentes sources de maquettes et les outils d'exploitation. On a des exemples où en France ou en Suisse notamment, des initiatives de groupes dans chacun de ces pays essayent de préparer des descriptifs de ce que devraient être en fait ces normes pour assurer un transfert transparent. En France notamment, il y a une initiative qui s'appelle la FEDEN qui a comme ambition de préparer une future norme ISO pour assurer cette transition. Lié à cette charte BIM, on peut clairement comprendre l'importance de l'anticipation de l'exploitation, de façon à pour s'assurer un transfert transparent des informations à l'exploitation, il est clair que dès les phases initiales, il faut prendre en compte les impératifs
de l'exploitation. En Suisse, nous avons la norme SIA 113 qui définit le FM anticipatif, autrement dit, la prise en compte de l'exploitabilité, si je puis dire, du futur bâtiment, s'assurer que les jolies verrières que les architectes conçoivent, on arrive à les nettoyer et les entretenir. Et bien, je dirais avec le BIM, on introduit une notion encore supplémentaire qui est liée à la transmission des données. Donc chez Aremis, on parle volontiers de BIM anticipatif. Maintenant, quelques critères de succès de cette transition numérique, c'est vraiment la capacité de produire des données quantitatives, fiables, de façon automatique. Donc d'avoir finalement, comme on a des objets intelligents dans la maquette de construction, c'est vraiment de récupérer la liste de chacun de ces objets intelligents pertinents pour l'exploitation, la liste des, je ne sais pas moi, il peut y avoir des extincteurs, des portes, des monoblocs de ventilation, des climatiseurs et j'en passe et des meilleurs, avec finalement toutes les données associées qui vont permettre de démarrer facilement et efficacement une GMAO, avec idéalement la production des gammes opératoires demandées ou exigées par le fournisseur de ces équipements. L'objectif de ceci est également d'améliorer en fait les interventions de maintenance avec une maquette numérique qui soit un clone, on va dire, virtuel du bâtiment physique, de façon à ce qu'un technicien, avant même d'intervenir, puisse se renseigner, se documenter sur l'intervention qu'il doit faire, sur l'équipement en panne. Par exemple, j'étais au BIMWorld à Paris, Vinci, qui est un des premiers à faire de l'exploitation avec une maquette BIM, donnait l'exemple d'une réduction de 40% du temps d'intervention de leurs techniciens, simplement parce que le technicien, il a changé sa façon de répartir son temps d'intervention. Actuellement, traditionnellement, il y a peu ou pas de préparation parce que les données, les documentations de construction, voire les données de positionnement des bâtiments ne sont pas toujours connues dans les outils. Donc le technicien passe énormément de temps à rechercher les équipements, à trouver le bon modèle, les pièces qu'il faut pour réparer, alors qu'avec une maquette BIM à jour, il peut facilement savoir quel est le modèle, le type de pièces à prendre, savoir si l'équipement il est au sol ou en hauteur, si l'accessibilité est simple ou pas. Donc un travail de préparation et un temps d'intervention réduit d'autant. À titre d'exemple, il a été mentionné que dans les hôpitaux, ils avaient réussi à réduire significativement les temps d'interruption des salles d'opération, simplement par une meilleure anticipation, voire même des fois une simulation virtuelle des opérations de maintenance. Et on l'a évoqué, l'aspect très important de formation et de gestion du changement pour les équipes d'exploitation autour du BIM, parce que leur métier, en fait, change, ou plutôt la façon de travailler est impactée par ce BIM d'exploitation. Donc les questions qui se posent autour du BIM, c'est de savoir, en fait, comment démarrer, quelles sont les bonnes méthodologies, ou quelle est la bonne démarche pour démarrer. Alors la réponse, elle est assez simple et pragmatique. L'idée, c'est de ne pas se ruer directement sur un outil. La plupart des éditeurs de logiciels mentionnent que leur solution, elle fait du BIM. Ça va du modélisateur 3D jusqu'à n'importe quel outil WMS. Dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas un outil, mais c'est un ensemble d'outils qui doivent travailler et collaborer ensemble. Donc clairement, pour définir la bonne approche pour démarrer un BIM d'exploitation, chez Aremis, on propose vraiment un échange avec nos clients qui est clairement de définir les objectifs attendus du BIM, de déterminer la maturité à l'interne et à l'externe, donc des fournisseurs autour du BIM et de la gestion électronique des informations, de clairement établir sa charte BIM, qu'est-ce qu'on veut faire, comment, avec quelles normes, quels standards, et finalement de passer sur les outils.
et comme premier projet, d'utiliser un projet qui soit dans un périmètre connu, donc idéalement de faire un bâtiment qui ressemble à quelque chose qui existe déjà. Pour mener à bien ces projets BIM, il y a un personnage clé qui est le BIM Manager Exploitation. On parle souvent du BIM Manager, mais en fait on devrait parler des BIM Managers parce qu'on en trouve passablement sur le marché pour les phases de conception-construction parce que le BIM dans ce milieu-là est relativement assez mature. Il y a passablement de bâtiments qui sont conçus ou en phase de construction avec une approche BIM. Alors du côté de l'exploitation, il y en a actuellement très peu. Donc on trouve peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir le profil de BIM Manager d'exploitation. Néanmoins, c'est un personnage clé qui devra s'assurer finalement de ce transfert entre les mondes de la construction et de l'exploitation. C'est vraiment une personne qui va être un chef d'orchestre entre toutes ces équipes. Il devra également s'assurer que tout le monde, dans les phases de construction et d'exploitation, utilise et maintienne cette maquette à jour, qu'elle soit toujours cohérente et en ligne avec la réalité. Et évidemment, de garantir l'intégrité des données. Autrement dit, qu'on ne retrouve pas plusieurs fois la même information. Naturellement, comme il faut un happy ending à toute histoire, on voit notre ami Tom qui retrouve gentiment sa sérénité. Il a maintenant compris que grâce notamment à un BIM Manager d'exploitation, surtout s'il n'a pas à l'interne, il pourrait se faire accompagner par Aremis et puis commencer réellement à faire quelque chose de toutes les informations qu'il a reçues. Alors en effet, il va mettre en place une charte du BIM d'exploitation. Comme ça, il va pouvoir se prémunir dans les réceptions éventuelles futures de nouveaux bâtiments de quelles sont les informations qu'il voudra d'emblée faire intégrer à la maquette numérique, comment est-ce qu'il va aussi organiser son équipe interne, et puis tout ceci lui redonne confiance, à tel point que convaincu maintenant des bénéfices de ce BIM d'exploitation, il commence à réfléchir sérieusement à son futur. Il se demande finalement qu'est-ce qu'il devra faire avec son patrimoine existant. Est-ce que là aussi, lui qui est plutôt vieux, certains bâtiments qui sont destinés peut-être à être détruits, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit eux aussi les passer sur le BIM? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas également encore d'autres choses que le BIM peut lui apporter dans le cadre de l'exploitation? Donc si on regarde les opportunités que le BIM pourrait nous permettre, c'est par exemple de se poser les questions de qu'est-ce que l'on doit faire avec son patrimoine existant. Tout d'abord, donc est-ce qu'il vaut la peine de tout BIMiser? Avec quel niveau de détail? On a vu l'aspect, l'évolution en fait de la répartition des données entre les aspects graphiques et numériques. Parce que finalement, on va le voir dans les potentiels que le BIM permet, il ne faut pas oublier le patrimoine existant. Maintenant, il se peut également que certains de ces bâtiments ne fassent pas sens de les BIMiser parce qu'ils ne vont pas rester, on sait qu'on ne va pas les garder. Donc là également, il y a une réflexion dans laquelle Aremis peut largement contribuer. Le BIM d'exploitation, c'est, on l'a évoqué, vraiment un moyen de mettre en œuvre encore plus fortement que cette fameuse SIA 113, cette notion de BIM anticipatif. Autrement dit, d'intégrer les équipes d'exploitation dès les phases de conception afin de réduire les coûts et de faciliter l'exploitation. Grâce à la modélisation, on a parlé de 5D, on arrivera à non seulement anticiper les coûts de construction, mais également à travailler sur les coûts d'exploitation, à faire des scénarios dans le but de les optimiser. Donc ça, c'est clairement quelque chose que le BIM Manager d'exploitation se devra de mettre en œuvre dans tout nouveau projet. S'agissant d'un environnement où le bâtiment est intégralement disponible en virtuel, ça permet
permet d'envisager un certain nombre de nouvelles interfaces avec les utilisateurs. On parle de la réalité augmentée. Donc l'idée là, c'est de superposer des images réelles avec la maquette numérique pour, entre guillemets, voir à l'intérieur des murs, voir dans les faux planchers ou les faux plafonds les techniques en place. Donc c'est vraiment d'enrichir l'expérience du technicien avec les données contenues dans cette maquette, tout en ayant accès à toutes les informations utiles, les manuels d'exploitation, l'historique des pannes, des interventions et des choses comme ça. On peut parler également de la réalité virtuelle, où finalement, là, ça permet aux utilisateurs d'aller, que ce soit avec des écrans ou des lunettes, de se projeter, de s'approprier le bâtiment avant même que les travaux n'aient commencé, de façon à mieux utiliser ou occuper les surfaces projetées. Maintenant, avec, encore une fois, la masse des informations que l'on peut enrichir, donc ça c'est des informations statiques que l'on va pouvoir enrichir avec les données dynamiques du bâtiment, en provenance des outils de gestion technique du bâtiment, voire de l'Internet des objets, autrement dit d'avoir des capteurs de température, d'humidité, de luminosité, de présence, de mouvement de porte, des choses comme ça. D'autres sources de données, comme des données financières et autres, on va pouvoir encore améliorer sa maîtrise des surfaces et sa maîtrise énergétique. Donc on va pouvoir contribuer à optimiser tout ça et réduire les coûts. Maintenant, cette masse de données, elle a également d'autres potentiels. Avec des technologies ou des outils de business intelligence, on va pouvoir envisager de mettre en place des prestations FM conditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'on va observer ce qui se passe à l'intérieur de notre bâtiment, que ce soit par exemple au niveau du nettoyage. Si on sait qu'il y a une partie du bâtiment qui a peu été utilisée ou pas été utilisée, inutile d'envoyer des nettoyeurs. À l'inverse, si des sanitaires ont été fortement sollicités, peut-être de faire un ou deux nettoyages ou contrôles supplémentaires. Au niveau de la technique, c'est un petit peu la même chose, donc de voir si tout d'un coup des éléments ont été plus ou moins sollicités, finalement de faire la maintenance au bon moment et pas de faire simplement sur la base d'un calendrier. Avec le BIM, on peut même imaginer d'aller un tout petit peu plus loin, c'est de travailler sur l'anticipation du comportement du bâtiment. Donc là, l'idée, c'est de dire, avec d'autres sources de données, qui pourraient être par exemple des données météorologiques, comme on commence à comprendre comment notre bâtiment réagit, c'est simplement de l'anticiper un peu mieux. Exemple, d'enclencher le chauffage peut-être un tout petit peu avant la période de froid annoncée pour permettre à l'utilisateur d'avoir un confort optimal, ou à l'inverse, si on sait que le chaud va revenir et puis que notre bâtiment a une inertie suffisante, on peut anticiper l'arrêt du chauffage dans le but de réduire également la consommation énergétique. Et l'étape ultime, ce serait idéalement d'arriver à profiter de tous les modèles de simulation mis en œuvre dans les phases de conception, que très souvent on jette une fois le bâtiment construit. Là, l'idée, c'est simplement de reprendre les paramètres, de reprendre les résultats des simulations et puis de les corréler avec la réalité du terrain, de façon à affiner ces modèles et à être encore plus pertinent et efficace dans l'anticipation du comportement de ce bâtiment, toujours dans une optique de maîtrise, de meilleure maîtrise et d'optimisation de l'exploitation de ce bâtiment pour améliorer la satisfaction des utilisateurs. Donc, en conclusion, on peut dire que la digitalisation de l'entreprise est en route. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est tenu pour acquis pour tout le monde, mais que ça arrive également dans le bâtiment. Donc, vraiment, le virage est là, il faut le prendre, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas non plus sauter dessus n'importe comment, mais il faut y aller. Si j'ose dire, soit on est BIM ou on est as-BIM à terme. L'idée, c'est clairement là de penser dès le début à l'exploitation. Parce qu'encore une fois, au jour d'aujourd'hui, on a vu cette réception numérique est clairement un obstacle qui peut
entraver ou perdre, faire perdre tous les bénéfices du travail qui a été fait dans les phases de conception et construction. Travailler en BIM, c'est clairement un changement au niveau humain plus que technologique. Oui, effectivement, il y a des nouveaux outils, mais c'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Il n'y a pas de métiers qui vont disparaître, mais les métiers vont être amenés à changer. On l'a vu, c'est 20% de technologie seulement et c'est 80% d'humain. Donc c'est un grand travail de gestion du changement pour lequel un BIM manager d'exploitation est clairement indispensable. Il sera vraiment l'huile dans la mécanique pour que tout se passe bien entre tous les intervenants. Et c'est un rôle clé. Et finalement, avec le BIM, pour bien préparer la réception numérique de son bâtiment, il est clairement indispensable de mettre en œuvre des processus anticipatifs, de BIM anticipatif. Donc de planifier à l'avance qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut récupérer. Idéalement, les fournisseurs des équipements devraient fournir des objets complètement documentés. Dans les faits, ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Donc c'est de voir qui doit fournir cette information, comment on va la structurer pour être sûr de la récupérer et d'avoir une transition la plus douce possible à l'exploitation. Donc planification de cette fameuse réception numérique. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions qui peuvent nous être posées. Alors on arrive en effet au terme de cette session Lunch and Learn. On vous remercie beaucoup pour votre participation.